Ce programme vous est présenté par l'ANEP. Ce programme vous est présenté par Air Algérie. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme. Ils jettent le corps des femmes derrière des pick-up. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande émission. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce nouveau programme que vous présente Al24 News. Alors cette émission se veut différente. Je serai accompagnée pendant une heure de mes coéquipiers pour vous décrypter une à une les actualités qui ont marqué, mais aussi celles que vous avez ratées. Actu à la une, débat, séquence média, tout est fin prêt pour vous faire passer une bonne soirée. J'espère que vous êtes bien assis. La grande émission, c'est maintenant. Au sommaire de cette première soirée de la grande émission Raza, il était impossible pour nous de débuter cette émission sans parler de ce qui se déroule sous nos yeux en Palestine, cette agression sioniste. Raza, c'est ce qui fait donc l'actualité depuis maintenant 6 semaines. Depuis le 7 octobre, les Palestiniens vivent un véritable calvaire. Près de 12 000 Palestiniens ont été assassinés, dont un tiers sont des enfants. On le rappelle, on insiste même sur ce chiffre. Les atrocités que subit le peuple palestinien au quotidien sont inqualifiables, et tout ça au moment où l'Occident et ses médias sont pointés du doigt. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mes deux chroniqueurs, ma fine équipe comme j'aime l'appeler. Elle est composée de Karim Bouaziz, déjà présent avec moi sur le plateau. Bonsoir Karim. Salutations Nohat. Alors pour ce premier numéro, on est prêt, on est fin prêt je crois. On est prêt, c'est parti. Il y aura également Nariman Zekar qui nous rejoindra un peu plus tard en deuxième partie d'émission. Et puis nous avons également le plaisir d'avoir parmi nous Karim Zeribi. Bonsoir. Bonsoir. Alors après avoir fait le tour des médias, des plateaux français, vous arrivez en Algérie. Mais ça me fait très plaisir. Eh bien, nous sommes heureux de vous avoir avec nous, messieurs. 6 semaines, cela fait déjà 6 semaines que le peuple palestinien vit cet enfer, qualifions-le ainsi. Le gouvernement Netanyahou a décidé de n'épargner personne, ni femmes, ni enfants, encore moins les personnes âgées. Les images sont accablantes. Je pense que l'on est tous tombés sur une ou plusieurs vidéos qui nous ont émus aux larmes. Il y a vraiment eu des vidéos touchantes, vraiment touchantes. Les événements à Raza ont éclipsé le reste de l'actualité. C'est donc sans aucun doute que nous nous penchons sur cette question ce soir. Et c'est avec vous, Karim Bouaziz, que l'on ouvre le bal. Et c'est pour l'actu à la une. Alors Karim, l'actu à la une, c'est ce que vous avez retenu des événements de la semaine. Exactement, les coins chauds de la planète, les théâtres de guerre ne manquent pas, notamment en Afrique. On aurait pu sélectionner le Soudan ou la RDC. Mais ce soir, on a voulu surtout interroger, j'ai voulu surtout un peu analyser le narratif de la guerre en général. Étant bien évidemment, on va parler de Raza tout au long de l'émission. Et aujourd'hui, je voulais parler de Zelensky, le président russe qui était il y a 2 ans, même l'année dernière. Ukrainien. Pardon ? Le président ukrainien. Le président ukrainien qui était l'année dernière la coqueluche des médias, la coqueluche du monde occidental, qui était reçu un peu partout au sein de tous les parlements et des congrès du monde. Et je voulais m'interroger pour savoir qu'est devenue la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain et pourquoi Zelensky aujourd'hui ne plaît plus et pourquoi il n'intéresse plus Mais pourquoi le grand monde.
Pourquoi ce choix, Karim? Parce qu'en fait, le choix de Zelensky, c'est justement un symptôme du monde occidental. C'est justement, on a mis en avant une icône, une espèce de héros pour le monde libre. Et l'Occident a investi sur ce profil. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte que tout ne se passait pas comme prévu au niveau du terrain de la guerre, puisque on dit qu'officiellement, les militaires américains commencent à parler d'impasse au niveau des opérations en Ukraine. On est en train d'essayer d'un peu de se retirer petit à petit, mais c'est vrai que rien n'est encore fait. Très bien, donc c'est un sujet sur lequel nous allons revenir un peu plus tard, mais il semblerait que vous ayez décidé de nous parler là aussi de la cause palestinienne qui mobilise l'opinion publique à travers le monde. Karim, la mobilisation pro-palestinienne en termes de ferveur aurait un large avantage. Alors pour ça, il y a un panel sur 4000 manifestations dans le monde, 95% pencheraient du côté palestinien, seulement 5% pour les défenseurs de l'entité sioniste. Alors, qui nous donne ce chiffre, justement? C'est l'Institut israélien d'études sur la sécurité nationale qui nous livre, justement, le panel des manifestations sur à peu près 400 pays. Et il faut dire que l'ampleur est du côté palestinien. Et ce qui inquiète, notamment l'Institut sioniste, c'est que cette ampleur est en train de prendre dans des terrains où le mouvement pro-palestinien n'était pas plutôt présent. Notamment, on peut noter les campus américains, comme par exemple l'université d'Harvard, qui a fait une démonstration d'un mouvement de solidarité pour la cause palestinienne tout à fait exceptionnel. Il y a même des villes qui étaient réputées républicaines, où on voit aussi une ferveur pour la défense des Palestiniens, on parle de droit. Donc il y a vraiment un changement. Et s'il y avait une chose à noter par rapport au descriptif que vous avez donné au départ de ces images, peut-être qu'on peut retenir celui-ci. Karim Zeribi, c'est les rues du monde entier qui s'expriment, qui expriment leur soutien à la Palestine. Oui, sur les 5 continents, on voit de grandes manifestations en faveur du peuple palestinien. Et j'ai envie de vous dire, d'abord, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce que les peuples du monde ne se trompent pas. Il y a un agresseur et un agressé. Et le peuple palestinien, aujourd'hui, génère une forme de compassion à l'échelle des peuples de la planète. Et c'est important de le dire parce que ça doit nous faire croire encore en l'humanité. Parce que cette humanité, elle n'est pas insensible à ce que vivent les Palestiniens. Et donc, moi, je dis clairement que ces manifestations, parfois, à contrario des gouvernements, démontrent que les peuples ne peuvent pas être instrumentalisés à souhait. Et que la propagande ne suffira pas pour s'ingérer dans les consciences. Le deuxième élément que je retiens de ces manifestations à l'échelle planétaire, c'est le fait que ça déjoue toutes les thèses sur la guerre des civilisations. Vous savez, en 1996, Samuel Huntington avait écrit « Le choc des civilisations ». Ce choc des civilisations prévoyait des conflits qui devaient mettre en confrontation des modèles culturels et religieux, face à face. Or, les peuples du monde qui manifestent aujourd'hui sur les 5 continents nous disent tout le contraire. Le conflit en Palestine n'est pas un conflit religieux. C'est un conflit politique, de nature territoriale, avec une force occupante et un peuple occupé. Et les peuples du monde nous le rappellent. La thèse de la guerre des civilisations est une thèse qui ne tient pas. Et donc il ne faut pas aujourd'hui tomber dans le piège qui consisterait à opposer les musulmans aux juifs, le judaïsme à l'islam. Parce que ça, c'est ce que veulent les extrémistes. Et on voit bien que dans la posture messianique du gouvernement d'extrême droite israélien de Netanyahou, donc ils sont épris de cette volonté religieuse. En face, il y a une volonté qui est celle de vivre dignement, d'éviter les massacres, d'avoir un État, d'être respecté. Et les peuples du monde ne se trompent pas. Moi, ça me rassure, ça me réjouit, ça me fait chaud au cœur. Et je dis que la question politique reste entièrement et totalement posée. Alors après, on va y revenir dans l'émission. Je pense que les Nations Unies aujourd'hui, les organisations internationales font preuve de trop de faiblesse vis-à-vis d'Israël qui se permet tout. Oui. Et je crois que si n'importe quel autre État dans le monde se permettrait ce que se permet Israël, il y aurait des embargos, il y aurait des forces d'interposition, il y aurait des moyens colossaux mis en place pour cesser les massacres. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ça doit nous interroger. Karim, vous voudriez intervenir ?
Tout a été dit, sauf que peut-être qu'on a laissé, évidemment, on ne comprend pas que la communauté internationale n'arrive pas à trouver quoi dire. Même le récit, le narratif des représentants officiels, de temps en temps ils sont pro, de temps en temps ils sont anti, de temps en temps ils dénoncent, après ils font un pas de côté, donc on n'arrive pas, même eux, ils n'arrivent pas à se positionner. J'ajoute que les peuples dans le monde entier, sur les 5 continents qui manifestent, et qui pour une grande partie ne sont pas musulmans, il faut quand même le dire, n'ont pas été insensibles, comme les peuples musulmans, à ce qui s'est passé le 7 octobre pour les populations civiles israéliennes. J'en suis convaincu. Mais ce qui est condamné aujourd'hui et inacceptable, c'est cette riposte, qui est un massacre total, qui tue des femmes et des enfants. Donc sans distinction. Parce que si l'armée israélienne avait visé ceux qui les ont agressés le 7 octobre, je pense effectivement qu'on n'en serait pas dans cette mobilisation. Mais ça n'est pas ça le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est l'éradication d'un peuple, qui est le peuple palestinien. Et ça, nul ne peut l'accepter. Mais Karim Zeribi, nous y reviendrons plus en détail durant notre débat. Et Karim, il y a aussi cette autre mobilisation contre la judéophobie, l'antisémitisme qui a eu lieu, qui s'est déroulé en France. Une mobilisation qui se voulait plus large. Mais là encore, le terrain a parlé. 182 000 personnes en France, 105 000 au niveau de la capitale. On en a fait un appel pour un rassemblement républicain pour dénoncer la haine, la montée des haines. Mais quand on analyse un peu le profil ou le segment socio-professionnel peut-être des manifestants, on se rend compte qu'il s'agit plutôt d'une classe, on va le dire, bourgeoise, blanche, et il y a très peu de jeunes, et ceci est tout à fait logique puisqu'on a marginalisé, on a interdit certaines personnalités, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon de la formation, il y a Jean-Luc Mélenchon et il y a aussi Marine Le Pen, donc le Rassemblement national et la France insoumise, et forcément les jeunes votent pour ces partis. Non seulement les jeunes, mais également les classes populaires. Donc, s'il y avait à chercher la fracture peut-être républicaine, peut-être qu'on pourrait la trouver ici. On voulait un rassemblement populaire républicain et on a vu que ce n'était pas le cas. Donc, on va dire que c'était plutôt une marche en demi-teinte, peut-être un rendez-vous manqué. Karim Zeribi, vous n'y étiez pas, vous, à cette marche contre l'antisémitisme? Non, j'y étais pas. Je vous avoue que j'ai été critique sur l'organisation de cette marche. Et j'ai 3 raisons pour lesquelles j'ai été critique. D'abord, la France est un pays qui est fracturé aujourd'hui. Il ne faut pas minimiser ces fractures. Mais ces fractures ne proviennent pas seulement de la montée des actes antisémites. Il y en a, il faut les combattre. Moi, j'ai toujours dénoncé l'antisémitisme et je continuerai de le faire. En revanche, il y a d'autres haines dans ce pays. Il y a la haine du musulman. L'islamophobie monte en France. Et j'ai le sentiment que cette haine-là est minimisée. Elle est mise un peu sur le tapis. On ne veut pas en parler. Or, la France a besoin de quoi? Elle a besoin d'une marche pour la fraternité. Elle a besoin d'une marche qui va recoudre la nation française autour de valeurs communes, universelles, liberté, égalité, fraternité, où tout un chacun pourra se reconnaître. J'aurais aimé que ce soit une marche pour la fraternité, qui condamne l'antisémitisme, mais qui condamne aussi l'islamophobie et tous les racismes. Je le précise, tous les racismes, parce qu'il n'y a pas un racisme, il y a des racismes. Deuxième raison, c'est que l'appel de cette marche n'a pas été suffisamment clair pour moi. Il faisait référence au 7 octobre, à la tuerie des populations israéliennes, dont je l'ai dit, j'ai été sensible comme tout être humain, mais rien sur les Palestiniens, rien sur la nature de la riposte. Or, si on n'est pas partie prenante et si on veut faire une marche républicaine, on parle des Palestiniens. Également dans ce texte d'appel, rien n'a été dit, j'ai été mal à l'aise. Et le troisième et dernier point, permettez-moi de vous dire que marcher aux côtés d'Éric Zemmour, qui a voulu réhabiliter Pétain durant toute une campagne présidentielle, c'est un peu se moquer du monde. Parce que ça ressemble à une mauvaise blague. Éric Zemmour, qui réhabilite Pétain, qui a, je dirais, déporté des Juifs dans les camps de concentration, qui a été le partenaire des nazis au cours de la Deuxième Guerre mondiale, quand des musulmans ont protégé des Juifs, quand des musulmans ont caché des Juifs, notamment la Grande Mosquée de Paris, qui a caché des Juifs pour qu'ils ne soient pas pris dans les rafles. Donc, Zemmour marchait contre l'antisémitisme aux côtés de quelqu'un qui veut réhabiliter Pétain. Pour ces 3 raisons, je me sentais mal à l'aise. Mais je le redis, la France a besoin d'une marche pour la fraternité républicaine.
Karim ? Justement, peut-être il y a la troisième marche. Cette fois, elle va être ni pro ni anti, qui se déroule dimanche. C'est un appel des personnalités du monde de la culture qui se veut être une marche plutôt neutre, d'ailleurs sans slogan, avec des banderoles blanches, avec des drapeaux blancs. Et justement, on veut dépasser les partis politiques. On veut juste que les bombardements cessent, que le conflit s'arrête. Et il y aura, je crois, Isabelle Adjani, il y aura des représentants du monde de la culture, et même le cortège, la route que prend le cortège est très symbolique, puisqu'on démarrait de l'Institut du monde arabe en passant par le musée du judaïsme, et puis on ferait un arrêt définitif vers Arts et Métiers, je crois. Donc là, le cortège est symbolique pour justement que la guerre cesse. En tout cas, c'est l'appel du Cette marche, cortège. vous pensez y participer Je à trouve que cette marche ? ce mot d'ordre est beaucoup plus clair et beaucoup plus sain, parce qu'il appelle à un cessez-le-feu immédiat, et donc pour épargner les populations civiles. Et encore une fois, je pense que le cœur aujourd'hui des désaccords, c'est les populations civiles. On peut ne pas être d'accord, on peut être dans un conflit armé, mais pas les populations civiles. Des femmes, des enfants, des personnes vulnérables, des personnes âgées, pris sous les bombes, pris sous les balles. Donc c'est inacceptable. Des écoles, des hôpitaux, des instituts culturels. Donc cette marche des artistes, elle se veut beaucoup plus, je dirais, neutre au sens partisan du terme, mais elles appellent à la paix, elles appellent à un cessez-le-feu. Ce message-là, j'y suis beaucoup plus sensible. Mais vous pensez que ce message va être suivi, justement, qu'il n'y aura pas de dérapage, qu'il n'y aura pas de drapeau israélien par-ci ou de pancarte par-là ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les artistes veuillent prendre parti en affichant des drapeaux. Je crois qu'il y aura une banderole blanche, il y aura des mouchoirs blancs qui appelleront à la paix. Il y a Isabelle Adjani, qui a, à mon avis, plutôt une sensibilité palestinienne. On connaît ses origines, on connaît aussi ses combats. Il y aura d'autres artistes qui sont sensibles à ce qui se passe en Palestine. Claude Lelouch sera là, grand réalisateur aussi. Non, moi je crois que cette marche n'est pas source d'instrumentalisation, et c'est assez rassurant parce que dans le contexte, permettez-moi de vous dire que l'instrumentalisation, elle est pléthore. Hein. Et vous y serez ? L'instrumentalisation, les propagandes, je veux dire, vous y serez à cette heureusement marche ? qu'il y a Internet parfois. Hein. Vous y serez à cette marche ? Vous pensez Je n'y serai peut-être pas, tout dépend de ce que je ferai dimanche. Mais en tout cas, je me sens beaucoup plus proche d'une marche pour un cessez-le-feu et pour la paix. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, ce n'était pas la question de la lutte contre l'antisémitisme qui me posait problème. Il faut lutter contre l'antisémitisme, mais il faut aussi lutter contre tous les racismes et contre l'islamophobie. Voilà, très bien. Pas de deux poids, deux mesures. Pas de deux poids, deux mesures, et c'est un peu le leitmotiv. Donc, depuis le début de ce conflit, on va y revenir, le deux poids, deux mesures en permanence, les formes d'indignation en géométrie variable. On est ému d'un côté, puis on n'est pas ému quand ça touche les autres. Ça, c'est insupportable. Il va falloir qu'on sorte de ces postures-là. Karim, deuxième actualité que vous avez choisie pour nous, donc le parquet de Nanterre qui a décidé ce mercredi de remettre en liberté le policier à l'origine de la mort du jeune Naël. C'était cet été, on s'en souvient, et la mère du jeune garçon a réagi. Oui, c'était une affaire qui avait soulevé l'émoi et qui avait peut-être aussi mis de la tension, notamment dans les banlieues et les quartiers populaires. Donc, dans le cadre d'une procédure, le policier en question on lui a permis de reprendre d'ailleurs même son travail, avec une nuance de taille quand même, qui ne porte pas d'armes. Mais bon, la symbolique est là, forcément une décision de justice qui va être beaucoup commentée. Mais il faut dire aussi, et c'est à noter, que la procédure n'est pas terminée, que le policier risque encore de voir une peine alourdie. En tout cas, la case prison n'est pas tout à fait éloignée. Donc, il est sous contrôle judiciaire. Donc c'est une affaire encore qui est en cours. Mais bon, la symbolique est là et c'est ça qui risque peut-être de créer de la tension, des conflits, beaucoup de débats, certainement. Karim Zeribi, qu'est-ce que vous pensez de la question quand on sait que la mort de Naël a entraîné une vague de manifestations et de violences en région parisienne et dans toute la France? Moi, je ne fais pas de lien entre les émeutes et la mort de Naël pour la bonne et simple raison que je pense que ce n'est pas la bonne réponse, les émeutes. Il y a des violences policières, mais la police n'est pas raciste en soi. Moi, j'ai été conseiller du ministre de l'Intérieur en France, je connais bien la police nationale. Elle est composée d'ailleurs de Français issus de l'immigration, beaucoup de Français d'origine algérienne, tunisienne, de toutes les diasporas qui sont dans la police nationale. Mais il y a
des actes racistes, il y a des comportements racistes et déviants. Et la mort de Naël a ému la nation tout entière parce que les images ont parlé d'elles-mêmes. On ne peut pas tenir en joue de quelqu'un qui ne représente pas un danger et lui tirer une balle comme ça, de plein sang-froid. Et la décision de justice de l'incarcérer était la bonne décision. Alors ensuite, Karim Bouazizi l'a dit très justement, il a eu raison de le dire, ça n'est pas la fin de l'histoire. Donc il y avait une prison qui était provisoire, une détention qui était provisoire. Derrière, il y a une enquête, il y aura un procès. Et le procès pourra faire tomber une peine lourde à l'encontre de ce policier. Il y a autre chose à dire. Ça veut dire que tout n'est pas terminé. Il y a autre chose à dire, c'est que l'avocat du policier en question a demandé par 2 fois la libération de son client. Elle a été refusée par 2 fois et c'est la 3e fois où justement elle a abouti. Mais Karim Zeribi, le problème de cette affaire, c'est qu'au début, les policiers ont menti en disant que c'était un accident, que le jeune Naël a fait montre peut-être de violence et n'a pas voulu être interpellé ou en tout cas interrogé comme il se devait. Il a réagi peut-être violemment, on a parlé même de menaces d'armes. Et puis, malencontreusement, pour eux, il y a une vidéo, en tout cas il y a un voisin qui filmait et on a vu, la réalité c'est que le policier a bel et bien tiré et tué le jeune Naël. C'est ça le drame. C'est pour ça que les banlieues se sont un peu révoltées. C'est pas qu'une question, c'est pas une interpellation comme une autre. C'est que c'est un petit scandale aussi. Karim Bouazizi, moi je ne rentrerai jamais dans le jeu qui consiste à dire parce qu'un jeune a été tué de manière lamentable, on va piller des magasins. C'est pas une réponse. Je veux dire, une démarche citoyenne, c'est de manifester, c'est de demander que justice soit faite, c'est de demander que la police soit républicaine et pas raciste. Ça, c'est une démarche que j'entends. Et encore une fois, je connais bien ce corps. Il y a des brebis galeuses dans tous les métiers, quels que soient les métiers. Et des brebis galeuses, il y en a dans le monde entier, dans des corporations. Mais il ne faut pas essentialiser la corporation policière, qui fait un métier extrêmement difficile, partout dans le monde et en France en particulier, puisque je connais leur métier. Donc n'essentialisons pas, luttons contre les comportements racistes et déviants et condamnons les bavures policières lorsqu'elles existent. Nous aurions pu parler du jeune Mehdi à Marseille, dont le crâne a été quasiment défoncé pendant une manifestation, les émeutes, alors qu'il n'était pas dans les émeutes. Et il y a un avocat aujourd'hui qui se bat pour que Mehdi soit réhabilité aussi en matière de justice. La justice tombera face à ces policiers qui n'ont pas fait leur travail en respectant les codes de déontologie. Donc des bavures, il y en a, mais il y a 3 millions d'interventions par an de la police nationale, il n'y a pas 3 millions de bavures. Donc généralisons pas, parce que moi je déteste quand on généralise sur les musulmans, sur les jeunes des banlieues, sur les Français issus d'immigration, donc je ne généraliserai pas sur une corporation. Mais il y a des actes, il faut les condamner, il faut améliorer la formation et surtout faire en sorte que la déontologie soit respectée. Karim, tu ne sembles pas d'accord avec Karim Zeribi? Non, il a raison pour une chose, c'est qu'il ne faut pas essentialiser, ça c'est certain. Il ne faut jamais essentialiser, de toute façon c'est toujours à l'excès, quand on essentialise, on perd vraiment le sens et la nuance des choses, sauf que c'est une affaire qui arrive, il y a beaucoup d'affaires comme ça, il y a le jeune Mehdi bien sûr, et on se rappelle aussi des 2 jeunes qui se sont fait électrocuter dans une centrale. Oui, exactement, donc ça aussi ça avait fait... Ziad Bouddha. Exactement, ça avait mis en colère un peu la banlieue, mais ce qui inquiète, c'est qu'il n'y a pas de sanction, puisque le policier a été libéré. C'est ça ça pose question, en tout cas, ça pose débat. Karim, je pense qu'il ne faut pas instruire en erreur ceux qui nous écoutent. La corporation policière en France, c'est la plus sanctionnée de toute l'administration française. Des mises à pied, des condamnations, c'est la plus sanctionnée. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sanctions. Moi, je m'insurgerai toujours contre les injustices, toute forme d'injustice. C'est sur l'échelle de la sanction. Bien sûr qu'il y a des sanctions sur l'échelle de la sanction, c'est-à-dire un policier qui tue un jeune, qui est libéré au bout de 3 ans. C'est pas tous les jours non plus. Attendez, oui, mais on parle de cette affaire en l'occurrence. On parle justement de cette affaire. On va voir. Ne commentons pas une décision de justice avant qu'elle soit tombée. Vous l'avez dit très justement dans votre propos, parce que vous êtes un vrai journaliste, le policier a été libéré, mais la justice va suivre son chemin et il y aura un procès et une condamnation derrière. Oui, c'est donc une affaire à suivre. Et il y a la mère du jeune garçon, du jeune Naël, qui appelle à manifester ce dimanche justement. Elle dit que c'est injuste, etc. On peut très bien se mettre à la place de la maman du jeune garçon. Vous ne pensez pas que ça pourrait déraper ces manifestations s'il y en a ? Non, moi on comprend la maman, vous perdez un enfant de 17 ans, enfin, excusez-moi, mais c'est la pire des choses qui puisse arriver à un parent. Je veux dire, donc, après, elle va appeler à la manifestation, elle a peut-être besoin pour faire son deuil, de sentir qu'elle est soutenue, qu'il y a du monde autour d'elle. Voilà, moi je dis qu'il ne faut pas que ça dérape.
lorsqu'il y a des émeutes et lorsqu'il y a des dérapages, ça ne sert pas la mémoire du petit Naël, comme la mémoire des victimes. Donc il faut avoir un comportement digne, même dans la douleur, même face à l'adversité. Et moi, je dis que je compatis la douleur de cette maman comme tout un chacun doit le faire. Karim, un dernier mot? Il y a, un autre aspect, c'est une affaire qui a aussi un écho international, puisque l'ONU a condamné aussi ce type de... Donc ça aussi, on se rend compte que depuis les Gilets jaunes, que les instances internationales regardent du côté de la France et notent qu'il y a quand même pas des dysfonctionnements, n'exagérons pas, mais en tout cas des problèmes peut-être avec le rapport entre la police et une certaine catégorie de la population française. C'est arrivé à plusieurs fois. C'est vrai que c'est peut-être, ça arrive une fois par an, 2 fois, voire plus, mais en tout cas, ça commence à être problématique. C'est pas le cas dans toutes les polices du monde. Vous avez parlé des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'ont rien à voir avec les jeunes de banlieue. Non, je parle du comportement de de la l'ampleur police. de la... Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque dérapage il y a, et il y en a, hein, donc ils ne sont pas concentrés sur les jeunes de banlieue, les jeunes filles d'immigration. Ils ont concerné les Gilets jaunes. Il y a eu des tirs au flashball qui n'auraient jamais dû avoir lieu, des gens qui sont devenus borgnes. Donc il y a des problématiques de formation. Il faut le dire. Et pendant la période des Gilets jaunes que j'ai suivie, il y a des gens qui ont mis un flashball entre les mains qui n'étaient pas formés, qui n'étaient pas préparés à ça. Donc, on ne met pas une arme entre les mains de n'importe qui. Donc, et c'est pour ça qu'il faut toujours être exigeant vis-à-vis de ceux qui sont porteurs de ce qu'on appelle une violence légitime. Parce que quand vous faites face à une manifestation, vous savez, c'est dur, hein, le maintien de l'ordre. Hein. Donc, vous avez de tout dedans. Vous avez des gens pacifiques et puis vous avez aussi des gens qui viennent semer le trouble, casser, agresser. Donc, faire la part des choses, c'est dur pour les policiers. Donc il faut les aider, il faut les former, il faut qu'ils aient des amplitudes horaires convenables, il faut qu'ils soient payés convenablement. Je vais vous dire, la corporation policière en France n'est pas toujours bien traitée par son institution qui est le ministère de l'Intérieur. Très bien, alors en tout cas cette affaire du jeune Naël et du policier qui a été libéré, on va la suivre, on va la suivre dans les prochains jours. On rappelle que le jeune Naël était tout de même de nationalité algérienne. Ouais. Donc voilà. Karim, pour finir donc cette rubrique, je crois que les choses se corsent pour Volodymyr Zelensky. Voilà, j'en ai parlé au début, j'aurais dû en parler maintenant. Donc Volodymyr Zelensky, justement, qui est de plus en plus, il faut le dire, après avoir été une icône pendant 2 ans, il était reçu un peu partout, comme je le disais, commence peut-être à voir, ou observer, ou être témoin que le vent est en train de tourner pour lui. Et la fraude viendrait de ces éléments en interne, puisque des militaires au sein du service de renseignement ukrainien disent que peut-être que sa stratégie n'a pas le succès escompté, peut-être qu'il faudrait passer par d'autres canaux pour essayer de trouver un terrain d'entente avec les Russes. Et comment on s'est rendu compte aussi de ça? C'est que parce que des généraux américains, on a par exemple le général Douglas MacGregor qui, la semaine passée, qui a fait une déclaration en disant que les officiels militaires américains commencent à parler d'impasse au niveau de l'Ukraine. Donc, au-delà, c'est une défaite occidentale. Peut-être qu'il faudra, c'est ce que tout le monde leur disait, que tôt ou tard, vous, les Occidentaux, vous finirez par négocier avec Poutine. Pourquoi? Parce que Poutine, il est chez lui, là-bas. On ne peut pas venir débarquer et changer un peu l'architecture de la région. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est que le sud de l'Ukraine restera entre les mains russes, l'Est également, et puis on devra aussi négocier sur d'autres aspects avec les Ukrainiens. Karim Zeribi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il faudra négocier avec Poutine? Bien sûr. Je pense que de toute manière, toute issue d'un conflit passe par la négociation, que cela fasse plaisir ou pas. On ne peut pas rester dans une approche manichéenne, le camp du bien, le camp du mal. Donc c'est trop simpliste comme approche. Il faut avoir une approche qui est beaucoup plus structurée sur le plan géopolitique et diplomatique. Vous savez, Poutine, qui est critiquable, évidemment, l'annexion de l'Ukraine est critiquable, évidemment, mais il s'est senti menacé à un moment donné. La Russie s'est sentie menacée quand vous avez effectivement l'OTAN, des puissances occidentales à la frontière russe. Ben, il s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une préparation donc à l'encontre de mon peuple et de mon pays? Donc il s'est posé la question, est-ce que les Occidentaux et l'OTAN ont su le rassurer? La réponse est non. Donc, et donc du coup, tout ça a généré une forme de conflit depuis 2014 quand même. C'est pas nouveau. Je veux dire, la Crimée, le Donbass, donc il y a quand même des heurts. Après, on est rentré depuis
l'annexion de la Russie en Ukraine, dans une guerre de la propagande. Et on a vu Zelensky faire le tour du monde. Ah, il est champion du monde en communication, Zelensky, mais on voit bien que sa stratégie aujourd'hui tient de moins en moins, parce qu'il est très va-t-en-guerre en fait. Et il a mobilisé les puissances occidentales, qu'on ait beaucoup d'argent, beaucoup d'armement. Il y a eu une redistribution géopolitique en matière d'énergie. Donc la question de la crise énergétique s'est posée aussi en Occident. Qui en a tiré les marrons du feu? Les Américains, évidemment, comme souvent dans les conflits à l'échelle planétaire, qui ont vendu du gaz de schiste aujourd'hui aux pays de l'Union européenne. Donc tout ça est une question aussi de business. Soyons pas dupes, ne soyons pas naïfs. Et la stratégie de Zelensky, petit à petit, elle est en train d'être remise en question dans son propre camp. Donc, par ses propres forces militaires. Et on voit bien que la réponse qui devait être donnée donc là, face à ce qui se passe, elle n'est pas au rendez-vous. Et je crois que les peuples occidentaux, d'ailleurs au Congrès américain, un proche de Trump, remet même en question l'aide militaire et l'aide financière, en disant stop, ça suffit. Je crois qu'il va y avoir une redistribution des cartes du côté du conflit ukrainien-russe. Donc il va y avoir une discussion. Comment vous expliquez le suivisme européen par rapport aux Américains? Que les Américains, alors que les Européens ont tout à perdre finalement à se mettre à dos Poutine ou la Russie. Et comment vous expliquez? J'ai été parlementaire européen. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Il n'y a pas d'Europe politique. L'Europe, c'est un ensemble qui ressemble à une copropriété, vous savez, où chacun va défendre ses intérêts propres. Il n'y a pas d'Europe politique. Mais pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de défense On est au-delà de l'Europe politique, puisque je parle d'économie. L'Europe a tout à perdre à se mettre Poutine à dos, et pourtant, ils suivent, il y a une politique, c'est les États-Unis, c'est Washington qui impose à Bruxelles ce qu'il faudrait faire en politique étrangère. 3 écueils pour l'Europe. Pas de défense européenne, pas de souveraineté européenne sur le plan économique. L'Europe dépend de grandes puissances, des grands continents, la Chine, de la Russie, et aucune cohérence sur le plan diplomatique. Vous voyez bien là, on va y revenir, ce qui se passe en Palestine. On y revient justement, on y revient tout de suite. Pas celle de l'Allemagne. Donc l'Europe aujourd'hui, tout reste à faire, et tant que l'Europe n'aura pas fait le travail qu'il doit faire sur le plan politique, elle dépendra donc des États-Unis, et elle courira derrière les États-Unis. C'est un drame pour les Européens, mais c'est une réalité politique. Très bien, messieurs. Alors, on enchaîne. Hein, c'est passionnant de discuter avec vous. On enchaîne avec ce soir. Donc, l'actualité, c'est toujours Raza. Actualité oblige. Nous sommes entrés dans le second mois de ce génocide, de cette agression sioniste. Et la part de responsabilité de l'Occident, mais aussi de ces médias, sont pointées du doigt. Place au débat. Ils jettent le corps des femmes derrière des pick-up. Le débat, c'est toujours en compagnie de Karim Bouaziz et de Karim Zeribi, mais se joint également à nous Mustafa Ait Mohoub, journaliste éditorialiste. Bonsoir, merci d'être des nôtres ce soir. Bonsoir. Merci. Alors messieurs, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Je vous propose de regarder cette vidéo. Elle a été filmée quelques jours à peine après le 7 octobre. On en parle juste après. Sunt destul de aproape de noi în momentul ăsta și se pare că s-au oprit. Cu siguranță este și infanteria israeliană care interceptează toate aceste bombe. O să mai rămânem așa puțin pentru că niciodată nu știi exact când se opresc bombardamentele. Voilà, alors cette journaliste roumaine derrière moi se cache donc derrière une voiture. Elle fait croire qu'elle est attaquée, qu'elle est la cible d'une attaque du Hamas. Elle est donc en Israël. On voit bien derrière elle qu'il y a des passants qui se baladent tranquillement, qu'il ne se passe absolument rien. Karim Zeribi, un commentaire? La propagande est de rigueur dans tout conflit. Et j'ai envie de dire la propagande avec un grand P, de part et d'autre, en permanence. C'est difficile pour les opinions de ne pas tomber dans les pièges de ces propagandes. Et ça ravive, j'ai envie de dire, les tensions. Or, un conflit doit être traité, je dirais, de manière pas neutre, mais avec déontologie.
on doit indiquer les exactions, on doit indiquer les victimes de part et d'autre. On ne doit pas essayer de générer de l'émotion d'un côté et déshumaniser le camp d'en face. Or, malheureusement, je pense qu'on va y revenir, c'est un peu ce que l'on a constaté. Il y a un parti pris dans certains médias qui consiste à créer de l'émotion pour certaines victimes civiles et créer une forme de déshumanisation pour d'autres. Moi, je veux de l'émotion pour les civils au pluriel, pas pour certains civils, tout en oubliant et en omettant la souffrance, la peine, les morts qui peuvent exister que du côté palestinien. Et du côté des médias occidentaux, c'est dur de trouver cet équilibre. Permettez-moi de vous le dire, c'est très difficile. On sent un parti pris, on sent une indignation à géométrie variable. J'en suis le premier peiné, mais l'opinion n'est pas dupe, parce qu'il y a aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a aujourd'hui Internet. Et ce que ne diffusent pas certains médias, classiques, traditionnels, Internet le diffuse. Alors il faut aussi faire attention à ce qui est sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même une source d'information supplémentaire qui permet parfois de sortir d'une approche qui est celle de l'instrumentalisation. Mustafa Ait Mouhoub, on peut parler d'éthique ou de déontologie à ce niveau-là? Je crois ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, le samedi 7 octobre, on n'est plus dans le registre d'éthique et de déontologie. On est dans une guerre d'images. Cette guerre d'images illustre très bien cette image que vous venez de diffuser. Au départ, le mensonge distillé par le cabinet de Netanyahou était celui-là. Il faut fixer sur Hamas, il faut donner des images de peur parmi la population israélienne et parmi aussi les journalistes. Aujourd'hui, ce mensonge s'est fait rattraper par la vérité. Déjà, RSF lance un chiffre macabre de nombre de journalistes assassinés. On est à plus de 41. Et ces journalistes ont été assassinés tous sous les bombardements israéliens. Malheureusement, une bonne partie, ils étaient en train de faire leur travail. Il y avait même des bâtiments d'organes de presse européens dont l'AFP a été touché par des roquettes et il y a eu des morts. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, il y a eu un départ de travail de propagande de la part d'Israël, malheureusement relié par les médias mainstream européens. Et ils ont fait le paquet et ils ont voulu affirmer cette thèse que ce qui se passe en Israël, c'est une agression de la résistance palestinienne et c'est une agression caractérisée. Aujourd'hui, avec le décompte macabre qu'on voit à Gaza, c'est clair, les choses sont en train de changer, heureusement, parce qu'il y a d'autres plateformes, il y a d'autres moyens d'informer, et on est en train d'assister à un changement dans l'opinion publique internationale. Karim Zeribi, cette profusion de fausses informations, elle profite à des médias alternatifs. On a l'exemple de AJ+, ou encore Brut, qui sont principalement sur les réseaux sociaux et qui, eux, rapportent l'information telle qu'elle est, comme les journalistes qui sont sur place à Gaza le disent. Est-ce que c'est pourquoi les réseaux sociaux, maintenant, sont devenus le seul moyen, si on veut, de contrecarrer cette politique des médias mainstream ? Disons qu'il y a une forme d'indépendance qui est plus forte. Parce qu'elle n'est pas basée sur un modèle économique qui est celui des médias traditionnels. Moi, je voudrais quand même revenir sur un point, sur les opinions. En tout cas, je parle de l'opinion française que je côtoie et que je connais bien. Encore une fois, ce qui a déplu en France, c'est que lorsqu'on a une victime israélienne, on génère une forme d'émotion très forte. Et c'est normal. Une victime civile israélienne, un enfant, une femme, reste un enfant, une femme. Quand c'est du côté palestinien, on ne ressent pas la même émotion. Et ça, l'opinion française, quelle que soit la sensibilité de ceux qui reçoivent cette information, le vivent mal. Ils se disent, mais la mort d'un enfant israélien doit valoir et ne vaut pas plus que la mort d'un enfant palestinien. Et les Français ne sont pas dupes là-dessus. Ils ont bien vu qu'on ne traitait pas l'information de la même manière. Prenez par exemple le cas des otages. Il y a 280 otages. On a les noms, les photos. On a des images qui sont troublantes, qui font mal au cœur. Et encore une fois, c'est normal, on doit être dans la compassion d'otages civils qui n'ont rien demandé. Mais il y a 5000 prisonniers palestiniens en Israël. Est-ce qu'on a un jour parlé de ces prisonniers palestiniens en Israël?
qu'on fait passer comme des combattants en permanence, voire comme des terroristes. Et on rappelle que les campagnes d'arrestation se sont multipliées depuis le 7 octobre. Oui, et en plus en Cisjordanie, là où Hamas ne se trouve pas, il faut quand même le préciser. Donc c'est pour ça que le Hamas est quand même un argument qui ne tient pas, parce qu'en Cisjordanie, on a aujourd'hui 600 000 colons, on a des expropriations tous les jours avec le soutien de l'armée israélienne, alors qu'il n'y a pas de Hamas. Donc, et on a des gens qui meurent, il y a à peu près 200 personnes qui ont été tuées depuis le début de ce conflit à nouveau depuis le 7 octobre. Donc, il y a des choses qui ne tiennent pas en réalité, et on ne peut pas tout cacher, on ne peut pas tout masquer. Donc moi, ce que je demande, comme d'autres Français, c'est que quand on s'apitoie sur une victime, un enfant, une femme, parce qu'on est un humain, parce qu'on a du cœur, on doit le faire sur toutes les victimes. Ne faisons pas le tri, qu'il n'y ait pas de compétition, de la compassion, de l'indignation. Et tous les peuples du monde que Karim Bouaziz évoquait au début de notre émission qui manifestent, c'est ça qu'ils ne supportent pas. Il y a un peuple qui souffre, qui est massacré. Et évidemment que le 7 octobre, tout le monde a été ému. Mais avant le 7 octobre, il y avait une réalité quand même. Bien sûr. Depuis des décennies, qui était l'occupation, l'expropriation, la colonisation. Exactement. Et ils ne veulent pas en parler. Pourquoi? Exactement, mais je crois qu'il faudrait insister sur un point. Quand on parle de l'émotion, qu'il y ait d'émotions de part et d'autre pour les victimes, on oublie que cette bande de Gaza vit depuis plus de 40 ans sous embargo. Sous blocus. On a 2,5 millions d'humains, d'êtres humains qui sont pris en otage. Et depuis ce temps-là, il y a peu de gouvernements occidentaux qui sont un petit peu alarmés sur le sort de ces populations. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que le traitement de l'information par rapport à la question palestinienne est un traitement injuste de la part des médias occidentaux. Même sur ce registre de l'émotion, le traitement est très injuste. Parce que 2 millions d'humains qui se font bombarder aujourd'hui d'une manière très aveugle et on leur impose l'unique issue, c'est l'exode, comme on l'a imposé au peuple palestinien en 1948. Oui. En 1948. D'ailleurs, il qualifie ça d'une seconde Nakba, voilà. il qualifie ce qui se passe en ce moment de Dans seconde les médias Nakba. français, ça a dérangé certaines personnes. Mais ce n'est pas grave, moi j'assume mes convictions. Et je dis la même chose, que je sois à Alger ou que je sois à Paris, je dis la même chose. Mes convictions ne bougent pas. J'ai dit au cours des 10 dernières années, on a eu presque 10 000 morts palestiniens. Civils. Est-ce qu'on a fait des éditions spéciales? Non. Est-ce qu'on s'est insurgé? Est-ce qu'on a eu de l'émotion collective? Non. Nous aurions dû. Comme il est normal que nous en ayons, encore une fois, lorsque des civils israéliens meurent. Il n'y a pas eu d'édition. Mais la spéciale. question de savoir, on n'en parlait pas. Et pourquoi on n'a pas fait? Ça rejoint l'image de la journaliste roumaine. Au fond, est-ce que les médias ne sont pas en crise? Quand on fait par exemple des enquêtes d'opinion en France, en Angleterre, quel est le métier le plus détesté? La première réponse qui vient, c'est journaliste, parce qu'on ne fait plus confiance aux journalistes, parce qu'il y a de plus en plus de partis pris. Et on le voit avec le combat des Palestiniens, ça fait 15 ans, on n'entend plus parler. Et ça, ce n'est pas le fait du hasard, c'est pas parce que les journalistes ne veulent plus faire leur travail, c'est que les journalistes ont peur de ce sujet. Les journalistes ne s'interrogent plus sur la question palestinienne, alors qu'elle existe. Les diplomates en parlent, mais en sous-main, mais on a peur de réagir, parce qu'on a peur d'être cantonné dans un camp ou dans un autre. C'est ça la réalité. Alors, les ONG font des rapports, les avocats internationaux font des rapports, la CPI, il y a des centaines de plaintes de Raza, des membres du Hamas, qui encombrent les tiroirs de la CPI, et pourtant, il n'y a pas d'écho. Ça interpelle. On parle des médias mainstream. Quand on parle du traitement de la question palestinienne, il y a d'autres médias qui ont pris en charge. Mais leur voix ne porte pas comme les médias mainstream qui sont dopés par l'argent. Ce que vous dites est en partie vrai sur le traitement effectivement réservé à la cause palestinienne, mais je pense, et je vous invite à dépasser ça, et je vais vous dire pourquoi. La question des migrants en France, et plus particulièrement en Europe, lorsqu'il a fallu accueillir des migrants ukrainiens, tout le monde oui, c'était limite si on ne leur déroulait pas le tapis rouge. Un espace pour pouvoir accueillir. Lorsque vous avez des migrants syriens qui, par milliers, centaines de milliers, donc ont dû fuir leur pays. Là, ce n'était plus la même chose. L'accueil n'était plus de rigueur. Alors moi, je vais vous dire, le problème est plus profond que la cause et la seule cause palestinienne, qui est une cause effectivement dramatique, qui n'a pas été traitée. Le vrai sujet, il faut qu'on le regarde en face. Moi, Français, d'origine algérienne, de confession musulmane, je le regarde en face. En Europe, en France en particulier, on a un problème avec l'islam.
avec les musulmans. Moi, je vous le dis tranquillement, il y a une forme de diabolisation, de confusion qui est entretenue. L'islamisme, ce n'est pas l'Algérie qui va dire qu'elle n'a pas lutté contre. Il y a eu 10 années noires où l'Algérie a dû sortir. Karim Zeribi, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Oui, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on fait une confusion entre musulmans, islamisme et extrémisme. On fait une musulman entre islam et religion, dérive de la religion. Or, l'islam est une religion respectable. Les musulmans sont des gens respectables. Pardon, et parfois, ils ont le sentiment de servir effectivement de bouc émissaire dans le débat politique français. C'est un sujet qu'il faudra que nous abordions parce qu'il est fondamental dans la compréhension de ce qui se passe en France. On reviendra à ce sujet un peu plus tard dans notre débat. Alors, l'Occident et ses médias de masse continuent, Karim Zeribi, de qualifier cette agression contre Gaza de légitime défense. Alors, le terme adéquat, ce ne serait pas plutôt vengeance? Ah oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que le terme, c'est vengeance. Le terme, c'est vengeance, et d'abord riposte disproportionnée, totalement inhumaine, qui fait un désastre dans les populations civiles, des prises de parole de politiques israéliens extrémistes de droite, proches de Netanyahou, qu'on ne relève pas. Il y en a un qui a dit on va raser Gaza. Oui. Il y en a un qui a dit ce sont des animaux. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y en a un autre qui a dit il faut les dégommer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc à un moment donné, ces sorties-là, elles sont catastrophiques. Ces sorties-là, elles n'appellent pas au règlement du conflit. Ces sorties-là ne relèvent pas d'une volonté d'aller vers la paix. Moi, je vous le dis, je pense qu'ils sont dans une approche messianique, dangereuse, qui tend à déplacer les populations palestiniennes et à prendre tous les territoires. Et c'est là où la communauté internationale est une honte totale, parce que chacun le sait, et il n'y a aucune réaction à cette riposte disproportionnée et inhumaine qui est un massacre. Donc il va falloir qu'à un moment donné, les opinions, les peuples du monde entier, et on l'a dit, fassent pression sur leur gouvernement pour que les choses évoluent. Karim Bouaziz, ce conflit, chaque guerre, chaque agression apporte avec lui son lot de médias mensonges. On a eu l'exemple des 40 bébés qui auraient été décapités selon des informations qui sont arrivées donc, du côté de l'entité sioniste, une information qui a été ensuite confirmée par Joe Biden pour ensuite être démentie. Il semblerait que ces médias aiment instrumentaliser les choses, aiment instrumentaliser ce conflit et dans ce cas-là, notamment les histoires autour de bébés, vu qu'il y a eu également l'histoire du bébé dans le four. Quand on évoque les bébés tués par une horde sauvage, on est forcément touché. Ému et touché, évidemment. Ça nous rappelle aussi l'affaire des couveuses à Koweït City. Oui. On a dit que des soldats de Saddam Hussein auraient arraché des bébés pour ensuite les massacrer. Donc c'est une vieille recette de la propagande de guerre, sauf pour ce cas-ci. Et c'est les journalistes de Haaretz qui le disent. Il n'y a pas l'once du début d'une preuve qu'il y a eu des bébés tués. C'est ça qui est extraordinaire. Alors que Joe Biden disait avoir vu la vidéo. Et autre chose qui est encore beaucoup plus inquiétant, c'est que la une des journaux de l'Occident a fait des tonnes et des tonnes sur cette histoire et ensuite aucun démenti. Aucune enquête, rien. Les bébés, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est resté. La rumeur est restée et la rumeur est de plus en plus inquiète. On ne sait pas si c'est vrai, alors que les journalistes sionistes disent que c'est faux. C'est ça qui est inquiétant. Mostafa Etmehou, pourquoi cette propagande surréaliste? Oui, je voudrais rebondir sur cette question et insister sur un fait. Il y a une constante qu'on a remarquée dans la presse occidentale, dans les médias mainstream, c'est celle d'insister à chaque fois sur un mensonge et ne pas y revenir après, une fois le mensonge est connu et démasqué. Depuis Timișoara, en Roumanie, parce que vous avez montré la journaliste roumaine, depuis Timișoara, c'est malheureusement un média français qui a donné le charnier de Timișoara comme une vérité, alors que c'est un charnier qui datait de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à l'arme chimique en Syrie et toute la littérature qui a tourné autour de ces événements factices qui n'ont pas eu lieu, jusqu'au bébé, jusqu'à hier, l'histoire de l'hôpital Shifa à Gaza, où on disait qu'on a trouvé des tunnels, qu'on a trouvé des noms de terroristes, des armes, des espèces de listes
Et c'était en direct sur les télévisions qu'on a montré ça. Depuis, le mode opératoire, si vous voulez, en matière de fabrication de propagande, n'a pas changé. Et aujourd'hui, on est plein dedans. Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour la vérité, on a maintenant ces médias alternatifs qui essayent un petit peu de donner une autre image. Il y a des images qui sont parvenues à partir de Gaza et qui disent autre chose, notamment sur cet hôpital de Shifa, sur lequel il y a beaucoup de choses ont été dites, y compris par des responsables américains. Karim Deribi, c'est une véritable guerre de communication autour de cet hôpital Shifa qui a été ciblé à plusieurs reprises. D'abord les alentours, puis une partie de l'hôpital avant d'être attaqué donc par les soldats de l'entité sioniste pour au final ne rien trouver selon les témoins qui étaient sur place. Oui, mais la guerre de la communication, encore une fois, elle est inéluctable dans tout conflit. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas d'équilibre dans les témoignages et les prises de parole. Sur l'ensemble des plateaux français, on a plutôt une parole qui est pro-israélienne. Curieusement, on ne trouve pas de Palestiniens, comme s'il n'y en avait pas. Oui, donc, j'ai envie de dire même, et je vais aller plus loin, de Français de confession juive qui sont scandalisés par la riposte israélienne. Il y en a, des Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, qui est un homme remarquable. Même Jacques Attali a dit que Netanyahou était un criminel. Jacques Attali. On ne peut pas traiter Ronnie Broman, Jacques Attali d'antisémite. Donc, on a Michel Sibony, l'Union française pour la paix en Israël, des juifs qui sont contre ce gouvernement, qui sont contre cette politique d'occupation. On ne peut pas les traiter d'antisémites. Je veux dire, soyons sérieux. Donc on voit bien qu'on a des artefacts qui ne tiennent pas, et des gens qu'on n'invite pas beaucoup, à qui on ne donne pas énormément la parole, parce que leur parole dérange. Donc il faut plus d'équilibre dans le traitement de ces conflits. Après, chacun se fera son idée sur propagande ou pas propagande. Chacun a son libre arbitre, comme on dit. Donc, mais il faut au moins donner la parole à tout le monde. Ronnie Broman a été traité d'antisémite quand même par le passé. Ronnie Broman, parce qu'on sait qu'il a, comme vous venez de le relever justement, parce qu'il a une voix dissonante par rapport à ce conflit, parce que lui, il rapporte ce conflit au droit international, ce que stipule le droit international et où on en est. Voilà, donc quand on ramène ce conflit, ce débat sur le droit, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à lui répondre. Et le problème avec les médias aujourd'hui, c'est qu'on introduit toutes les notions sauf le droit. Il faut voir ce que les textes de la CPI disent. Il faut voir par exemple ce que l'ancienne procureure de la CPI dit sur Gaza avec une enquête de 5 ans. 5 ans, c'est la plus longue période pour justement enquêter sur Gaza. Il y a par exemple Karim Khan, le procureur actuel de la CPI, qui compte aller à Gaza et qui va venir avec un rapport. Donc il y a des enquêtes sur Gaza. Le Hamas dépose des plaintes chaque année sur l'annexion d'Al-Quds, sur le siège de Gaza, sur les bombardements. Et pour l'instant, il n'y a rien. Donc, et Ronnie Broman, pour revenir à ça, rapporte le débat sur ça. Et on les traite d'antisémites. Donc c'est pour ça que c'est une impasse, ce débat en France. C'est pour ça que les journalistes ont une grande responsabilité. Le débat, on le met dans l'impasse, dans l'émotionnel, comme vient de dire monsieur, on le met dans le pathos. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Oui, mais ça ne tient pas durablement. Parce qu'à un moment donné, tout sort. On est dans une société de la communication à l'échelle digitale et planétaire où tout sort. Et vous avez même des personnalités, je citerai Alain Bauer, qui est venu sur un plateau et qui a créé un vide lorsqu'il a expliqué que le Qatar ne finançait pas le Hamas, que c'était Israël et les États-Unis qui faisaient transiter l'argent par le Qatar. Et que le bureau du Hamas au Qatar, c'était à la demande des États-Unis et d'Israël. Donc quand vous êtes un expert et que vous venez à la télévision, donc rappelez ces réalités. Vous ne pouvez pas instrumentaliser donc la guerre des civilisations que j'évoquais tout à l'heure, les musulmans contre les juifs et les chrétiens qui doivent prendre parti. Non, on n'est pas obligé de choisir son camp de cette manière-là. On peut choisir le camp de la justice, c'est possible. Et si on choisit le camp de la justice, 90% des peuples de la planète l'ont fait. Choisissent la cause palestinienne. Mustafa Mohoub. Oui, je crois que sur ce plan, on n'a pas le choix. C'est-à-dire arriver à un certain temps, à un certain niveau de violence, parler d'équilibre d'opinion me paraît un petit peu superflu, ne tient pas la route. Parce que avoir maintenant 11 000 morts, plus de 4 500 enfants disparus d'une manière dramatique sous des bombardements, me paraît un petit peu difficile de ne pas prendre position carrément et foncièrement pour la justice. Prendre la position pour la justice, c'est justement soutenir la résistance. Il y en a un qui l'a fait en France, il s'appelle Dominique de Villepin.
On va y revenir. J'espère, parce que je pense que c'est le seul qui a une stature d'homme d'État, qui a pris une position juste sur ce qui se passe en Palestine. Et qui rappelle aussi une certaine France, une France qui avait des qui a dit non aux Nations Unies, aussi, bien sûr. Notamment. Vous évoquez les Nations Unies justement et le Conseil de sécurité de l'ONU est lui accusé d'être beaucoup trop passif au sujet de ce qui se déroule à Gaza en ce moment. Karim Bouaziz, ce n'est qu'après 6 semaines qu'une résolution a été votée pour des trêves humanitaires. Alors, il y a eu les 2 premières résolutions, notamment de la part de la Russie, qui n'a pas abouti. La France a voté non. La deuxième, c'est le Brésil aussi, qui a tenté d'introduire un cessez-le-feu. Elle a été également rejetée. Donc, la France a voté oui, là. La France a voté oui, mais justement, c'est ce qui C'est important de le dire. Oui, non, mais vous avez raison de le dire, mais c'est ce qui inquiète. On vote non. 2 semaines après, on vote oui. Donc déjà, vous connaissez le en même temps français ou pas? C'est un certain président Macron Emmanuel. Il faut voir le contenu de la projet de résolution. C'est le feu pour négocier, c'est-à-dire on arrête les combats. Et les pauses humanitaires urgentes et prolongées. Voilà, pour qu'ensuite on discute. Donc oui et non, et ça en dit long sur l'état la solidarité soi-disant internationale, parce qu'un Conseil de sécurité qui est d'accord sur à peu près rien. Donc ça en dit long sur l'échiquier mondial et comment on voit le conflit, on est d'accord sur rien. Et c'est pour ça aussi que le conflit dure, parce que si on se mettait d'accord autour de la question humanitaire, on arrêterait. Peu importe qu'on soit pro ou anti, quand il y a des enfants qui meurent, on arrête, on cesse les combats et puis on essaye de discuter. Là, dans le cas de figure, c'est pas du tout le cas. Karim Zeribi, c'est la crédibilité du système international qui est en jeu? Totalement. C'est des intérêts particuliers en réalité, qui s'additionnent au sein des Nations Unies. Ce n'est pas l'intérêt général. Et quand je dis c'est des intérêts particuliers, imaginez un seul État qui, depuis 75 ans, se comporte comme l'État d'Israël, mais encore une fois, il serait honni dans le monde entier. Il ne pourrait plus vivre. Toutes les relations diplomatiques seraient coupées avec cet État-là. Or là, il y a eu les accords d'Abraham, en pleine situation palestinienne, une volonté de normalisation de certains pays avec Israël. Non, je trouve qu'il y a une forme de mollesse, je dirais d'hypocrisie, de malhonnêteté intellectuelle sur le plan de la gestion internationale de cette affaire. Si vraiment les États-Unis, l'Union européenne et les pays arabes l'avaient voulu, il y aurait un État palestinien digne de ce nom. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a des intérêts géopolitiques particuliers qui ont pris le pas sur l'intérêt général. Et l'intérêt des humains, l'intérêt d'un peuple palestinien, qui est la variable d'ajustement des relations diplomatiques. Moi, je suis scandalisé. Je suis peut-être un peu citoyen naïf dans la manière dont j'appréhende les choses, mais je pense que nous sommes nombreux à être citoyens naïfs parce que nous voudrions effectivement qu'il y ait plus de justice dans ce monde. Et ce mot-là, il est galvaudé, il est bafoué par ce qu'on voit au sein de l'Union internationale et de cette gestion de conflits à l'échelle internationale. Très bien, alors on entend souvent cette fameuse expression, le choc des civilisations, vous l'évoquiez tout à l'heure Karim Zeribi, qui renverrait donc à des croisades des temps modernes. Pensez-vous que nous sommes dans ce cas de figure, Mostafa Edmond? Je ne crois pas. Je ne crois pas, du moins sur le plan de l'opinion internationale. Sur le plan de l'opinion internationale, on a observé une avancée de la question palestinienne très significative auprès de l'opinion internationale. On a vu des manifestations à travers le monde. Et là, on n'est pas du tout dans ce choc entre civilisations, ni ce choc entre les religions. C'est les élites maintenant occidentales qui sont toujours prisonnières de cette logique, qui continuent à couvrir Israël dans ses actes terroriste, de terrorisme d'État, dans sa barbarie contre les Palestiniens, et qui continue à protéger justement cette entité qui fait le dos rond carrément à la légalité internationale. On a vu que les appels à l'apaisement, la dernière résolution n'a pas pu avoir une voie vers la concrétisation. Donc Israël, réellement, elle est dans une posture, dans une équation de haine et de revanche. Et là, les États-Unis, ils sont, de mon point de vue, ils sont appelés à jouer un rôle. Ils n'arrivent pas à le jouer. C'est celui un petit peu de ramener à la raison Israël et de trouver une solution à ce bourbier de Gaza qui est en train de s'intensifier, de s'approfondir et qui risque à terme d'allumer la mèche dans toute la région. Karim Bouaziz, vous voulez intervenir?
On a beaucoup débattu avant l'émission s'il y avait par exemple un lien entre l'Ukraine et la Palestine. Il y a un lien déjà par rapport à ce choc des civilisations, parce que finalement, l'entité sioniste ne peut plus être sauvée par le droit. C'est terminé. Quoi qu'il fasse maintenant, c'est terminé. On a tué des enfants, on a bombardé des hôpitaux, c'est terminé. L'Occident aujourd'hui est dans un tel marasme, dans une crise presque existentielle, comme l'a dit Béchet de Golovko, c'est elle qui le dit, la crise existentielle. L'Occident ne peut se sauver que par la guerre. Plus on fait de la guerre, il y a une réelle économie de la guerre, même au sein de l'entité sioniste. Il faut savoir que quand on bombarde des populations, il y a des entreprises qui font du chiffre au sein de l'entité sioniste. On vend des armes, on l'a vu, un porte-avions qui a mis 48 heures pour arriver en Méditerranée méridionale, pour donner des armes, des missiles de précision pour tuer des enfants. L'entité sioniste et l'Occident, on l'a vu aussi avec la Russie, et on peut se sauver que par la guerre. Le monde, et on l'a compris du côté des BRICS, on l'a compris du côté de la Chine. Par exemple, la Chine a tapé un grand coup. La Chine a fait un truc extraordinaire en réconciliant les Iraniens et les Saoudiens, ce que les Européens et les Américains n'avaient pas pu faire en 80 ans d'histoire diplomatique. Donc, si vous voulez, les États-Unis avaient intérêt de regagner le Moyen-Orient avec leurs muscles. Donc, si la guerre est une porte de sortie, si vous voulez, une solution pour sauver un peu l'Occident et faire oublier la catastrophe dans lequel il se trouve, l'Occident. Karim Zeribi, la guerre, c'est une porte de sortie pour l'Occident ? La guerre a toujours un enjeu économique, donc ça sous-tend toujours des intérêts économiques. Les entreprises dans le monde qui gagnent le plus d'argent, c'est les entreprises qui fabriquent et qui vendent des armes. Donc, et effectivement, moi je crois qu'Israël est une base arrière au Moyen-Orient pour les Américains. Donc il faut sortir de cette hypocrisie. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le sionisme, il n'est pas né en 1948 et après la Deuxième Guerre mondiale par une forme de culpabilité européenne. Il est né à la fin du 19e siècle. Oui. Je veux dire, Theodor Herzl, qui a théorisé sur le sionisme. Donc, là, il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Et derrière, c'était quoi la volonté? C'était une volonté qui s'est rapidement affirmée comme une volonté messianique. On leur a proposé d'autres territoires. On leur a proposé le Congo à l'époque. Oui. Donc on leur a proposé une partie de l'Afrique à l'époque. Ils voulaient effectivement la Palestine. Et derrière, sous-tendu derrière la Palestine, donc, ils imaginaient effectivement derrière avoir le soutien de la puissance américaine. Le soutien de la puissance américaine. Mais qu'est-ce que fait Israël en Palestine? Ce que les Américains ont fait aux Amérindiens. C'est exactement le même schéma. L'histoire se répète. Les États-Unis d'Amérique que l'on connaît aujourd'hui, c'était les Amérindiens qui en étaient effectivement propriétaires, si je puis parler ainsi, au nom des terres. Et ils ont été expropriés, colonisés. On est en train de vivre le même processus. Donc vous voulez quoi? Que les États-Unis condamnent un processus qu'ils ont validé pour eux-mêmes et qu'ils soutiennent aujourd'hui? Encore une fois, je crois qu'on est dans une approche géopolitique hypocrite où l'humain avec un grand H n'est pas au centre de nos préoccupations. Si c'était le cas, il y a bien longtemps que ce conflit serait réglé. Il y a autre chose par rapport à ce conflit des civilisations. Il y a des gens en France et en Occident qui ont intérêt à ce qu'il y ait un conflit des civilisations. Par exemple, la France concentre la communauté la plus importante à la fois juive et musulmane. Donc on a intérêt à ce que les deux communautés fassent une guerre parce que c'est la seule manière de dire, et c'est le narratif de Netanyahou. Netanyahou, qu'est-ce qu'il dit au fond? Il dit: vous avez intérêt à me soutenir par tous les moyens parce que je suis le phare avancé du Moyen-Orient, de vos valeurs, autour d'une myriade de pays arabes, donc vous avez intérêt à me soutenir et vous n'avez pas le choix que de me soutenir. Donc au fond, ces Palestiniens qui meurent, ils meurent au fond pour la bonne cause, pour vous sauver, vous occidentaux. Et au sein des rédactions à Paris ou à Londres, il y a des journalistes, des influenceurs cachés, tapés dans les rédactions, qui agitent ce type de doxa et ce type d'idéologie. Justement, pardon, pour rajouter à ce débat, la question de guerre de civilisation qui est galvaudée par les élites, j'insiste, occidentales, démontre un petit peu ce qui se fait actuellement en Palestine. Il y a plutôt le ministre de Défense israélien qui a parlé de Palestiniens qu'il a assimilés à des animaux humains. Et on a Joseph Borrell, de l'autre côté, qui est le patron de la diplomatie européenne, qui a parlé du jardin et de la jungle. On n'est pas sorti un petit peu de ce paradigme civilisationnel de l'Occident
du 18e et 19e siècle qui a donné naissance au colonialisme. On est plein dedans. Il est en train de se répéter en Palestine. Mais justement, alors que beaucoup parlent du conflit israélo-palestinien, ils en parlent en tant que guerre de religion. Il y a cette voix qui s'est élevée en France, à savoir celle de Dominique de Villepin. Karim Zeribi, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'ancien Premier ministre, chef de la diplomatie française, se fait remarquer par sa prise de position, à l'inverse de la tendance générale. Il a qualifié la cause palestinienne de mère des batailles pour la rue arabe. Un commentaire sur cette position, Karim Zeribi? Moi, j'apprécie beaucoup Dominique de Villepin parce que je crois qu'il a le courage d'être une contre-voix face à la pensée unique qui s'était pris effectivement à la fois de l'Occident et plus particulièrement de toutes les voix politiques françaises. C'est un homme qui a des convictions et qui, pour moi, porte bien l'héritage du gaullisme. Et en dehors de Dominique de Villepin, je peux vous dire que le gaullisme, il est mort et enterré. Parce que quand je vois les positions de ceux qui se prétendent gaullistes aujourd'hui, le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. C'est indigne. Donc, et le dernier président pour moi qui a porté ses convictions, c'est Jacques Chirac. À partir de Jacques Chirac, on a eu des présidents qui ont quasiment, je dirais, vendu notre diplomatie et qui ont complètement oublié de défendre les valeurs qui étaient les valeurs françaises, cette voix dans le monde. Qui pouvait dissonner, qui pouvait déranger, qui pouvait porter l'idée de la justice. Dominique de Villepin l'incarne magnifiquement bien. Moi, je vais vous dire, j'ai un vœu, c'est qu'on puisse effectivement envisager, pourquoi pas, l'avenir avec une volonté des hommes de cette trempe-là de revenir dans le champ politique, parce que il est tellement affaibli le champ politique français. Moi, je suis attristé en tant que citoyen, en tant qu'ancien parlementaire. Aujourd'hui, je ne fais plus de politique en France, mais je commente, j'analyse, et je trouve que le niveau est catastrophique, permettez-moi de vous le dire. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de prestance. Un homme d'État doit assumer des positions dans les moments difficiles. Et aux Nations Unies en 2003, quand Dominique de Villepin s'est opposé à Colin Powell, qui agitait cette petite fiole, souvenez-vous, pour expliquer qu'on avait des armes de destruction massive donc en Irak. Donc la voix de la France comptait dans le monde. Où est la voix de la France qui compte dans le monde? Les Français ont envie de retrouver cette forme de fierté internationale. Dominique de Villepin l'incarne et je crois qu'aujourd'hui il a un courage qu'il faut saluer. Sur la guerre des civilisations, juste un mot. N'oublions pas qu'aujourd'hui, en Palestine, à Jérusalem, en Cisjordanie, il y a des chrétiens qui sont expropriés. Il y a des chrétiens qui sont chassés par les colons israéliens. N'oublions pas de le dire. C'est trop facile d'enfermer ce conflit entre islam et judaïsme, entre musulmans et juifs. Il y a des chrétiens qui sont aussi des victimes donc, en terre de Palestine et qui sont là depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Moustapha Mohroub, une réaction par rapport à la prise de position de Dominique de Villepin? Oui, par rapport à de Villepin, je voudrais bien rebondir sur ce que vient de dire notre ami. De Villepin est un bon patriote français. Donc, ce n'est pas un type qui est là pour défendre les intérêts arabes ou autres, des autres États. Donc, il défend les intérêts français. Donc, je dirais que le monde a besoin d'une France, justement, qui défend bien ses intérêts. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'élite française post-gaulienne, si vous voulez, c'est des élites qui sont dans un lien de vassalité entier et complet, total avec les États-Unis. Et on voit les prises de position de Macron ces derniers temps qui sont symptomatiques d'un malaise de l'établissement politique français. Donc je dirais que Philippe de Villepin, c'est la meilleure chose et la chose la plus heureuse qui puisse arriver à la France. C'est une possibilité d'équilibre en Europe et c'est une possibilité d'équilibre dans les relations internationales souhaitées. Alors, on peut se poser la question d'ailleurs sur le président Macron, est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu d'épaisseur politique, un peu d'expérience à l'échelle internationale? Emmanuel Macron est ciblé par des diplomates français au Moyen-Orient qui ont écrit une lettre commune dans laquelle il dénonce sa position vis-à-vis de la Palestine. Parce que ces diplomates, cher Noël, ils ne comprennent plus la position de la France. Je veux dire, et encore une fois, il y a une formation pour la diplomatie française. Il y a une ligne qui a été impulsée depuis le général de Gaulle. Cette ligne aujourd'hui, il y a une rupture qui est mise en place. Cette rupture-là est mal vécue. Je veux dire, Gérard Haraud,
on peut le citer, qui a été ambassadeur de France en Israël de 2003 à 2005, qui a été ambassadeur de France aux États-Unis. Mais il est très critique aujourd'hui sur, je dirais, le mutisme français sur la politique d'extrême droite israélienne. Donc il condamne et il dit qu'il y a de la colonisation, de l'expropriation. Encore une fois, c'est pas n'importe qui l'ambassadeur de France en Israël qui porte une voix que notre président de la République ne porte pas. Moi, je crois que sur la scène internationale, il est nécessaire d'avoir un peu d'expérience pour avoir le courage de porter la voix. C'était le cas de Jacques Chirac, c'est le cas de Dominique de Villepin. Et Emmanuel Macron me semble un peu il n'est pas aguerri sur ces questions-là. Il est dépassé un pas en avant, deux pas en arrière. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. On ne sait plus quelle est la position de la France. C'est triste pour ce grand pays. Karim Bouaziz, on va clore le débat avec vous. Alors le problème aussi de fond, c'est le problème au fond de la souveraineté, du souverainisme. Qu'est-ce qu'incarne le général de Gaulle ? Qu'est-ce qu'incarne Dominique de Villepin et qu'est-ce qu'incarne Jacques Chirac, si ce n'est que le souverainisme français. Aujourd'hui, le gros débat, c'est pour ça qu'on en parle très rarement, c'est le souverainisme contre le mondialisme. C'est ça, au fond, c'est pour ça qu'on peut parfois parler de l'Algérie, mais l'Algérie est toujours restée, par exemple, stable sur ces questions. L'Algérie a une cohérence politique depuis les années 60. C'est ça, le souverainisme. De temps en temps, on l'attaque, mais l'Algérie défend le souverainisme. Il y a la Russie aussi, c'est le cas comme ça. Et aujourd'hui, Et vous évoquez l'Algérie, on rappelle la position constante de l'Algérie par rapport à la Palestine. On critique les pays qui défendent leur souveraineté. Que c'est bien ou que c'est pas, ça ne nous regarde pas, c'est des affaires intérieures. Et Général de Gaulle, quand il a commencé à critiquer le colonialisme israélien, c'est là où il a commencé à avoir des problèmes, puisque des mois après, il y a eu mai 68. C'est pas le fait du hasard. Très bien, Karim. Ce qui est remarquable en Algérie, c'est l'adéquation entre la position officielle du gouvernement et le peuple algérien. Il y a une adéquation. On sent une symbiose. Donc, ils sont sur la même ligne. Ce qui n'est pas le cas dans les manifestations à l'échelle planétaire de l'opinion, qui est en désaccord avec leur gouvernants. Ce n'est pas le cas. Et encore une fois, c'est ce que la France n'a pas compris aussi, ce que se passe un petit peu dans les pays du Sahel, c'est ce réveil de ces États, ce réveil de ces peuples qui revendiquent une certaine souveraineté contre le néocolonialisme, contre le souverainisme. Très bien, messieurs, c'est donc, voilà. Après, c'est pas une valeur de droite, le souverainisme. Moi, j'étais chevènementiste, Jean-Pierre Chevènement l'incarnait. Oui. Justement, cette idée, elle a été kidnappée par certains, on va dire, représentants des partis officiels. Vous avez tout à l'heure parlé de Zemmour. Zemmour a kidnappé cette idée de souverainisme. Alors qu'à l'époque, les souverainistes étaient un équilibre. Général de Gaulle a dit une chose très, très juste. Il avait dit, on n'arrive pas au Moyen-Orient avec des idées simples. Je ne peux pas vous laisser dire que Zemmour défend le souverainisme. Non, il a kidnappé le souverainisme, c'est le contraire. Il n'a même pas kidnappé. Il a kidnappé. C'est lui qui l'incarne. C'est un révisionnisme, il n'incarne pas du tout le souverainisme. Il s'est présenté sous une étiquette. Le souverainisme, ça n'est pas une France étriquée, qui se replie sur elle-même. Le souverainisme, c'est une France forte, dont la voix est entendue dans le monde. Avec Éric Zemmour, on aura tout, sauf une voix entendue dans le monde. Très bien, messieurs, le débat est passionnant, mais il faudrait passer à la suite de l'émission. Il nous reste Nariman Zekar qui doit nous rejoindre pour sa séquence média. Question suivante, s'il vous plaît. Ils jettent le corps des femmes derrière des pick-up. Dans ce numéro, on revient également sur ce qui fait le tour des réseaux sociaux. On vous propose donc un récap de la semaine dans Séquence Média.
Regardez Al24 News, c'est la grande émission qui se poursuit. Séquence média, c'est avec notre charmante chroniqueuse Nariman Zekar qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noël, bonsoir messieurs. Alors on reste sur cette actualité phare de ce dernier mois, Nariman, à savoir le génocide à Gaza et dans cette jungle d'informations qui circule depuis le 7 octobre dernier. Beaucoup d'informations se sont noyées, mais votre œil de lynx ne les a pas ratées. Alors effectivement, avec mon œil de lynx et dans cet océan d'informations, j'ai sélectionné 3 des plus intéressantes. On va commencer avec celle-ci. Est-ce que vous avez remarqué dernièrement les importants changements dans le paysage politique britannique, notamment avec le limogeage de la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman? Il y a eu également le retour de David Cameron Exactement, en tant que ministre des Affaires étrangères. Il est au ministère des Affaires étrangères, David Cameron, qui était sorti un petit peu par la petite porte en raison de son échec par rapport au Brexit. Et maintenant, il revient. David Cameron, on sait qu'il se spécialise un petit peu dans tout ce qui est Moyen-Orient. Exactement, oui. Et pour revenir à Suella Braverman, elle a été limogée après avoir notamment critiqué la police pour, je cite, sa trop grande indulgence envers les manifestants en soutien à la cause palestinienne. Il y a quelques semaines, elle avait d'ailleurs suggéré que hisser le drapeau palestinien pourrait être qualifié, je cite, de glorification d'actes de terrorisme. Et il n'y a pas qu'elle qui pense comme ça, malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a 2 choses à dire sur déjà la Grande-Bretagne en général. Bon, la Braverman en question était quand même sur la sellette. Elle avait essuyé toute une série de mini-scandales, donc il lui restait elle était complètement fragilisée, donc elle allait forcément prendre la porte. Mais il y a une chose à dire sur la Grande-Bretagne, c'est que la démocratie britannique se porte plus ou moins plutôt bien, puisqu'on a eu le Brexit et justement le Premier ministre écoute quand même les manifestations pro-palestiniennes. On a eu 300 000 à Londres, 2 millions dans tout le Royaume-Uni, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et malheureusement, on reste, comme vous disiez tout à l'heure, on reste quand même connecté à sa rue, plus ou moins. On met de côté le cas Assange, bien entendu, mais la société britannique, je la trouve plutôt bien. Karim Zeribi, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord parce que, encore une fois, il y a une forme d'ambiguïté. La nomination de David Cameron récemment démontre le contraire. En fait, on a l'impression qu'ils jouent sur plusieurs tableaux. Leur position n'est pas claire, elle n'est pas tranchée. Ils sont quand même sur un soutien qui me paraît quand même inconditionnel à Israël, donc d'un point de vue officiel, alors qu'on a des manifestations géantes donc, au sein de la population britannique qui marquent décalage entre la position officielle et la position du peuple britannique. Justement, moi, c'est ça que je noterai surtout. Ils sont pro-israéliens depuis le début, puisque le problème, justement, pro-israélien vient de la Grande-Bretagne. Ils ont le droit de changer d'avis. Oui, c'est Lord Balfour qui a donné la terre de Palestine. Oui, mais c'est la matrice même. C'est normal qu'ils soient pro-israéliens. Mais justement, messieurs, sur les réseaux sociaux, justement sur les réseaux sociaux, plusieurs formes de censure sont apparues, surtout sur toutes les plateformes de la société Meta. On parle là de shadow banning. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas vraiment. Eh bien, je vais vous lire la définition pour vous éclairer. C'est une technique de modération utilisée par les réseaux sociaux pour supprimer ou rendre invisibles les contenus non désirés. On a vu ça un peu partout sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Il y en a même qui se sont plaints d'avoir été éclipsés, des personnes qui faisaient plus de 1000 vues sur leur compte, enfin une dizaine ces derniers temps. Et pour faire face à ce genre de censure, les défenseurs de la cause palestinienne ont trouvé plusieurs moyens de contrer les algorithmes d'Instagram et de Facebook. Regardez cette image, c'est un emoji de fruits, c'est un emoji de pastèque. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors on l'a vu apparaître sur les réseaux sociaux depuis le début de l'agression sioniste sur Gaza, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est encore. Karim Zeribi? Depuis la guerre des 6 jours, la pastèque est utilisée comme emblème de la cause palestinienne parce que c'est les couleurs du drapeau et Israël avait interdit l'affichage du drapeau après la guerre des 6 jours et les Palestiniens ont trouvé cette forme de riposte intelligente, créative qui était de reprendre la pastèque. Oui, ce sont les artistes palestiniens qui ont fait... Donc la pastèque a aujourd'hui la même valeur. La pastèque a aujourd'hui la même valeur que le kéfier palestinien. Je pense que ça symbolise effectivement l'identité palestinienne, le combat, la résistance palestinienne, et avec une approche créative. Exactement, les Donc artistes avaient commencé... justement du drapeau, de l'emblème. Oui, exactement, c'est les couleurs du drapeau. Un artiste qui s'appelait Mansouri, si je ne me trompe pas, c'est celui qui a raconté l'histoire de la pastèque. Il y a eu une exposition d'artistes
palestinien à Ramallah, je crois, en fin des années 80. Et il y a un policier, un officier de police israélien qui est venu pour leur dire que c'est interdit d'exposer, de faire des tableaux politiques comme ça pour célébrer la résistance et tout ça. Il leur a dit pourquoi vous ne faites pas, vous ne dessinez pas des fleurs, par exemple, c'est mieux. Et il y a un autre qui a dit pourquoi ne pas dessiner des fleurs avec des couleurs justement de l'emblème palestinien. Justement, Si il faut vous le savoir que la pastèque est un fruit incontournable en Palestine, hein, qui est cultivé un peu partout sur le territoire. Donc le policier s'est exclamé à ce moment-là, il a dit que voilà, si vous le faites, je vais l'interdire aussi. Même si c'est une fleur qui porte les couleurs de l'emblème palestinien, je vais l'interdire quand même. Et à partir de ça, ça a servi pour les Palestiniens de contourner cet interdit de ne pas porter leur emblème national, c'est la pastèque. Et la pastèque est très prisée à Gaza parce que c'est le fruit de l'été. Ça symbolise la terre aussi. Oui, exactement. D'ailleurs, on a vu émerger, elle fait son grand retour sur les réseaux sociaux, mais on a vu émerger également de nouveaux moyens de résistance, à savoir les campagnes de boycott. Exactement, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Starbucks et j'en passe. Ces géants font face depuis le 7 octobre dernier à une campagne internationale de boycott de leurs produits, ce qui les a obligés parfois à poster des communiqués, des démentis et à se défendre. Du coup, sur les réseaux sociaux, ça s'appelle le mouvement BDS, boycott, désinvestissement et sanctions. C'est devenu un phénomène viral qui a été criminalisé par l'Occident. Il existe même plusieurs sites internet comme celui boycott.thewitness.news dans lequel on met en avant la liste de toutes les marques d'origine sioniste à boycotter. D'autres pays voient la campagne de boycott en grand. Regardez cette image. Hal qatalta al-yawm Falastini. Avez-vous tué un Palestinien aujourd'hui, accompagné de l'hashtag Muqati'oun, boycotteur? Qu'est-ce que ça vous évoque? La petite fille a l'air terrifiée de ce qu'elle est en train de regarder, certainement un bombardement, ou alors on tue une personne chère à ses yeux devant elle. Exactement. Comme le barreau de prison là, qui symbolise. Tout à l'heure, on a évoqué assez largement la guerre, synonyme de business. La riposte, elle est synonyme de toucher au business aussi de ceux qui favorisent cette guerre, de ceux qui soutiennent cette guerre. Et donc les consommateurs se mobilisent aussi à leur manière. Et on sait bien que toucher au portefeuille de ces grandes marques, ça peut effectivement infléchir leur position. Il est inacceptable que l'armée israélienne soit financée par des grandes marques populaires. Donc ça doit être mal vécu des par les citoyens. Des panneaux comme ça, on en trouve un peu partout sur les autoroutes de Kuwait City. C'est devenu une nouvelle forme de militantisme, Nohad. Et il y a également cette histoire autour de Rare Beauty, la marque de maquillage de la chanteuse Selena Gomez. Exactement. Alors, Rare Beauty, pour faire face à cette campagne de boycott, a décidé de publier une image sur Instagram où il y avait écrit « Crise humanitaire à Gaza ». Dans ce post, la marque promet des dons pour soutenir les efforts humanitaires dans la région. Néanmoins, dans le post, il est indiqué que les dons iront au Magen David Adom, une organisation représentative de l'entité sioniste auprès du comité de la Croix-Rouge. Donc, ce qui veut dire que l'argent qui a été récolté ne sera vraisemblablement pas versé aux Palestiniens. Cette tentative de duper les gens a coûté plusieurs milliers d'abonnés à la marque de cosmétiques Rare Beauty. Et à l'inverse, la marque Huda Beauty, elle, récolte des fonds pour la Palestine. Exactement, mais la question qui se pose là tout de suite, c'est est-ce que ce mouvement de boycott, de guerre interposée entre les pros et les antis, est-ce que ça serait réellement juste un coup marketing, comme vous l'avez dit, Nohad, concernant la marque Huda Beauty? Karim Zeribi, votre avis sur la question? Un coup marketing, oui. Certains peuvent l'utiliser comme un coup marketing, mais encore une fois, c'est structurant sur le plan économique. Si vous avez des consommateurs qui se mobilisent pour une cause qu'ils estiment noble, comme la cause palestinienne, aujourd'hui, ça va faire mal aux marques qui soutiennent officiellement Tsahal. Moi, je pense que c'est une manière aussi de dire sa désapprobation au massacre en Palestine. Je veux dire, donc les citoyens font avec leurs armes. Il faut souligner aussi que ce genre de campagne, c'est pas la première fois qu'on est dans une situation pareille. Déjà, depuis le boycott de l'embargo de Gaza en 2007, on a vu plusieurs campagnes de ce genre.
Il n'y a pas eu de suivi. Donc j'espère que cette fois-ci, que ces campagnes, ou bien cette campagne aura de la suite, surtout ces entreprises et ces gros producteurs de produits qui inondent les marchés comme ceux du pays du Golfe, qu'ils soient boycottés par les acheteurs, les consommateurs arabes. Et Nariman, il y a également cette génération Z, la Gen Z comme on l'appelle, qui est de plus en plus militante. Elle est conduite par plusieurs célébrités. Oui, les célébrités ne sont pas restées en marge de cet élan de soutien mondial à la Palestine. On a vu Angelina Jolie, aussi l'acteur des Avengers Mark Ruffalo, DJ Snake, ou encore l'américain Bella Hadid, vous en connaissez Suzanne sûrement Sarandon d'autres. aussi qui a manifesté. Il y a aussi la poète canadienne Rupi Kaur qui a boycotté la célébration de la fête indienne de la lumière, la fête Diwali, en déclinant l'invitation de la Maison-Blanche aux festivités, citant comme raison le soutien continu de Washington à la violence à Gaza. Il y a aussi la jeune militante pour le climat, Greta Thunberg, qui aussi n'a pas manqué de rappeler son soutien à la Palestine. C'est ce qu'elle faisait d'ailleurs lors d'un meeting à Amsterdam. Greta, elle était vêtue d'un kéfier. Elle parlait un peu de l'injustice que vivent les Palestiniens. Et à un moment, il y a un manifestant qui est intervenu et qui lui a arraché le micro de sa main. Regardez. The front lines of the climate crisis have been experiencing the first-hand consequences of it for decades now, and they have been sounding the alarm, but we have not been listening. The people in power have not been listening. I come here for a climate demonstration, not a political view. Karim Zeribi, si Greta Thunberg avait parlé pour l'entité sioniste, vous pensez que ce manifestant aurait fait pareil? Non, mais ça caractérise une forme d'irrationalité et d'intolérance dans le camp de ceux qui soutiennent la riposte israélienne et plus largement la politique menée par Israël, cette politique injuste. Il y a une irrationalité et une forme d'intolérance. On a le droit de ne pas être d'accord avec eux, on a le droit de le dire, on a le droit de défendre d'autres convictions. Il faut quand même à un moment donné qu'ils l'entendent. Je veux dire, cette pensée unique qui doit utiliser les mots qu'ils souhaitent que l'on utilise, les positions qu'ils souhaitent que l'on utilise, est insupportable. Nariman aurait pu évoquer Karim Benzema. Karim Benzema qui a pris des positions il n'y a pas si longtemps, qui a été traité d'extrémiste par le ministre de l'Intérieur français. En fait, où va-t-on? Alors qu'est-ce qu'il disait? Il disait solidarité avec le peuple de Gaza, ni plus ni moins. Ça va loin, ça va très loin, prenons-en conscience. Même de membres du Hamas de la part d'une certaine députée. Et on disait que Benzema, par ses positions, était aussi peut-être un membre affilié au Hamas. Cette députée-là voulait le déchoir de sa nationalité française. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Et on voulait lui retirer son ballon d'or. Lui retirer son ballon d'or, le déchoir de la nationalité française. On devient fou sur ces dépositions de certains qui sont des responsables politiques, qui devraient appeler au calme, à la paix, à l'apaisement, au respect, à la démocratie. Mais ils font tout le contraire. Ils jettent de l'huile sur le feu. Vous le savez, que l'on veuille ou pas, le soutien de ces stars contribue quand même à contrecarrer la machine de propagande sioniste. Oui, mais un député français n'est pas obligé de tomber dedans, à part s'il est député de la Knesset. Excusez-moi. Il faut faire son choix à un moment donné. Mais paradoxalement, on remarque qu'à Hollywood, justement, les stars de Hollywood, ils ont pris franchement des positions pro-palestiniennes, ils se sont exprimés aux États-Unis, mais en Europe, on ne voit pas le même engouement, la même prise de position tranchée, claire et visible. Il n'y a pas le même courage, on va dire. Et Nariman, une dernière information pour clore cette séquence média. Allez oui, avant de clore cette séquence, on va attribuer le trophée de l'actualité de la semaine, celle qui a fait le plus de buzz et celle qui s'est distinguée parmi tant d'autres. C'est cette vidéo de l'envoyé spécial des Nations Unies dans les territoires palestiniens occupés de Francesca Albanese devant le National Press Club à Canberra en Australie. Regardez. The right of self-defense can be invoked when a state is threatened by another state, which is not the case. Israel has not claimed that that has been threatened by another state. It's been threatened by an armed group. Qualify it the way you want, but it's an armed group within the occupied territory. And frankly, even saying the war between Gaza and Israel is wrong, because Gaza is not a standalone entity, it's part of the occupied territory.
Donc Francesca Albanese qui évoque les contours de l'invasion sioniste sur Gaza via l'utilisation de moyens disproportionnés et la multiplication des crimes de guerre contre les civils dans ce territoire qui est le plus concentré au monde. Ces propos sont clairs et nets. En vertu de la légitimité internationale, du droit international, l'entité sioniste ne peut pas revendiquer le principe de légitime défense tout simplement car Gaza fait partie des territoires palestiniens qu'elle occupe. Ce dernier ne peut être invoqué seulement si lorsqu'un État est menacé par un autre, ce qui n'est clairement pas le cas dans cette situation, sauf s'il s'agirait là enfin d'une reconnaissance de facto de l'État palestinien par l'entité sioniste. Alors, Francesca Albanese, elle s'est démarquée parce qu'elle a su rétablir la vérité de la manière la plus objective possible pour déconstruire la narrative sioniste reliée par les pseudo-spécialistes et les mass-médias, consistant à mettre en avant l'idée d'autodéfense pour justifier le déluge de feu jamais vu sur Gaza, alors qu'il s'agit en réalité d'une agression à très grande échelle sur une population civile dans un territoire occupé et surtout assiégé. Ce qu'on peut en déduire, c'est que l'entité sioniste n'a en réalité aucune réelle excuse pour justifier le déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres. Très bien, Nariman, vous restez avec nous. Alors, pour la suite de l'émission, la question palestinienne toujours au cœur des débats ces dernières semaines, mais elle s'invite également dans le monde du sport, dans le milieu sportif. Plusieurs voix se sont élevées. Karim Zeribi, vous l'avez évoqué, il y a le cas Karim Benzema, il y a également Ons Jabeur, la tenniswoman tunisienne, il y a également l'international algérien Youssef Attal. C'est des personnalités qu'on a essayé de museler. Quand on parle notamment de Karim Benzema ou encore de Youssef Attal, ils ont essayé de les museler, mais les supporters, eux, on ne peut pas les museler. Au niveau des stades, eux, ils s'expriment bien, ils expriment bien leur solidarité avec le peuple palestinien. Regardez. Karim Zeribi, la politique s'invite dans le sport alors que c'est censé être apolitique, le sport. C'est le meilleur moyen d'exprimer un soutien, notamment là le soutien à la Palestine. Le sport apolitique, les spectateurs qui vont voir un match de foot sont des citoyens avec une conscience politique, ils le démontrent. Et l'ancien footballeur que je suis est ravi de voir qu'il y a une mobilisation pacifique, apaisée, juste, qui traverse les stades à l'échelle planétaire. On évoquait les manifestations, elles se poursuivent dans une ambiance, j'ai envie de dire, euphorique, de joie, qui vont voir un match de football, c'est leur passion, mais ils n'en oublient pas pour autant la question politique au sens noble du terme, qui touche les Palestiniens, et ils le font savoir. J'étais hier au stade. Vous étiez au stade hier, j'étais au stade Nelson Mandela pour voir l'équipe nationale, d'ailleurs au passage, qui a une belle victoire, en vue de la Coupe du Monde, avec un joli troisième but de Slimani. Slimani qui a célébré son but et qui a pris le drapeau avec le drapeau palestinien. On a la photo, voilà. Et le stade qui reprenait des chants en l'honneur des Palestiniens, avec les petites lumières des téléphones, un stade plein, en ferveur. Mais ça fait plaisir parce que c'est une approche qui n'est pas guerrière. C'est une approche qui, encore une fois, le fil conducteur de notre émission, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, c'est la justice. Nous ne nous trompons pas. Ceux qui défendent la cause palestinienne ne sont pas des va-t-en-guerre, ne veulent pas éradiquer les Juifs, ne veulent pas mettre tous les Israéliens dans le même panier. Mais ils disent qu'il y a une politique qui est inacceptable, qui génère des massacres, des injustices, qui tue des femmes et des enfants, qui est une politique de colonisation, d'expropriation. Et tout ça, la planète trouve ça inacceptable. Il faut le dire. Et encore une fois, tous ces stades, Séville, la Grande-Bretagne, ne sont pas des musulmans. Très bien, Karim Zeribi. La cause palestinienne ne rend pas sensible que les musulmans. Très bien, elle rend Karim sensible Zeribi. les gens de bonne foi. Karim Zeribi, un dernier mot, on arrive à la fin de l'émission.
Non, moi je suis très heureux effectivement qu'on puisse évoquer le sujet de manière apaisée, tel qu'on le fait, avec le souci de la justice. Je pense qu'on est dans notre rôle, avec une approche équilibrée de l'information. Cette cause est noble, cette cause mérite d'être défendue. J'espère que ce ne sera pas quelque chose qui générera de l'émotion momentanée, mais qu'on s'inscrira dans la durée, parce qu'il faut qu'il y ait un État palestinien, il faut qu'il y ait le règlement de ce conflit. C'est une question de dignité humaine, qu'on se le dise, et que tous les peuples se réunissent pour ça. Très bien, merci messieurs d'avoir été là. Merci à vous également, Nariman. Merci à vous également, Nariman. Voilà, c'est fait. 90 minutes sont passées avec nous. Pas de prolongation, malheureusement, mais on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Très bonne soirée. Ce programme vous a été présenté par l'ANEP. Ce programme vous a été présenté par Air Algérie. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme.